Fanny Tailleux, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Centre de ressources Approche Culture et Territoire, qui, au lendemain du confinement, s'est interrogé sur la continuité pédagogique. Quelle réalité, quelle critique, quelle piste pour agir? Est-ce qu'il s'agissait seulement d'accueillir un certain nombre de ressources et d'outils pour transformer son métier? Ou au contraire, est-ce qu'il avait fallu tout réinventer, aussi bien ses espaces, aussi bien ses réflexions sur la relation pédagogique? Donc, c'est avec toi aujourd'hui qu'on a choisi d'en discuter. Mais avant, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, Fanny? Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Fanny Tailleux, je suis professeure de mathématiques au collège Vallon-des-Pins. C'est un établissement classé REA+, donc de l'éducation prioritaire, dans le 15e arrondissement de Marseille. Et je suis également représentante du SNES FSU dans cet établissement. Au départ, donc j'étais très stressée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que du moment où le collège a fermé, il y a eu une réorganisation de tout notre travail. D'abord, la direction a pris contact avec toutes les équipes. Il y a eu une réorganisation de nos emplois du temps. Parce qu'en fait, moi, normalement, je travaille plusieurs jours par semaine. Là, l'établissement étant fermé, on nous a regroupés par créneaux nos classes pour que les élèves ne soient pas trop surchargés, que nous, on puisse s'organiser dans le travail. Et puis aussi, ils ont fait appel aux professeurs principaux. Donc, pour que ces derniers puissent faire le lien entre eux, les collègues, les familles, les élèves, et qu'il y ait comme ça un travail qui soit effectué en équipe. Donc, moi, en tant que professeur de mathématiques, j'ai tout de suite pris contact avec mes élèves via donc ce qu'on appelle Pronote, qui est notre environnement numérique de travail, là où on a notre cahier de texte, où on fait l'appel en temps normal. Donc là, j'ai pu mettre des petits exercices et des leçons. Et puis, j'ai aussi très tôt demandé des nouvelles des élèves, savoir comment est-ce qu'ils allaient, est-ce qu'ils se sentaient bien, est-ce qu'ils étaient stressés. Ils étaient très stressés au départ. Donc voilà, j'ai pris contact. Globalement, j'ai environ 60% des élèves avec qui j'ai pu communiquer, effectuer du travail. Mais il y en a quand même un certain nombre qui sont restés sur le côté. Donc ça, c'était très inquiétant. Et là, c'est plutôt les professeurs principaux qui ont pris le relais pour prendre contact avec ces élèves-là, ces familles-là. Et éventuellement faire appel à la centre sociale, à la CPE, enfin voilà, essayer de voir un peu ce qui se passait. Voilà, ça c'était le travail avec mes élèves. Très très vite, avec ce confinement, la question matérielle et des conditions de vie des élèves et des familles s'est posée. Parce qu'en fait, moi j'ai des élèves qui n'ont pas forcément d'ordinateur pour travailler, qui ont juste un téléphone portable, donc très vite se sont posées ces questions-là, ces questions matérielles. Et on a été vite confronté à la fracture numérique que certaines familles connaissent, voire à la précarité que certaines familles subissent. Donc ça a été un gros problème. Il n'est pas du tout réglé. Il n'est pas réglé parce qu'il y a des familles qui restent en grande difficulté encore aujourd'hui. Et puis ça va sans doute peut-être même s'aggraver si le confinement continue, quoi. Comment tu as noué des contacts, donc aussi bien avec les parents qu'avec les élèves, pour justement travailler aussi sur ces craintes, ces angoisses que tu as pu aussi observer? Alors, en fait, donc dès le départ, avec mes propres élèves, on a communiqué. Donc, je me suis créé une boîte mail personnelle parce qu'en fait, on a une adresse professionnelle, mais ça va faire rigoler, mais les profs qui connaissent l'adresse professionnelle, il te faut un quart d'heure pour ouvrir la boîte mail, puis après encore un quart d'heure si tu veux télécharger une pièce jointe. Donc, franchement, la plupart des collègues qui travaillent avec les emails, parce qu'il y a beaucoup de familles qui étaient en demande de travailler avec des adresses mail, travaillent avec leur propre boîte mail. Et puis, donc ça, c'était Pronote et par mail. Et puis aussi, en tant qu'élu des personnels et en discutant avec les collègues, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on contacte les parents élus. Donc très vite, on a envoyé un mail aux mamans élues. Enfin, oui, je dis maman parce que c'est beaucoup des mères en fait. Au Collège Vallon-des-Pins, on a énormément de chance parce que les parents élus, ils sont très disponibles, ils sont très investis, ils nous soutiennent énormément dans toutes nos actions. Je ne sais pas comment elles font, elles travaillent, elles gèrent leur famille, elles militent, elles sont très très présentes au collège, donc on a énormément de chance. Donc on a aussi très tôt communiqué par mail avec des retours vraiment très très touchants de parents qui nous soutiennent et qui demandaient aussi comment on allait parce que c'était aussi ces questions-là qu'on s'est posées.
Et puis on a fait aussi, on a contacté l'assistante sociale et on est encore en lien avec elle. C'est elle qui en fait traite, parce que c'est vraiment son métier, qui traite de ces questions-là de difficultés. Et après on s'est rendu disponible, on lui a dit si vous avez besoin qu'on fasse une collecte ou qu'on intervienne et qu'on agisse aussi, n'hésitez pas parce que pour l'instant, avec le principal, il gère ça avec les fonds sociaux. Donc au niveau des familles, même les parents élus nous ont fait un retour, pour l'instant ça tient. On ne sait pas combien de temps ça va tenir. Moi j'ai très peur que ça ne tienne pas jusqu'à la fin du confinement, mais pour l'instant on a géré comme ça. Et entre collègues, on a aussi depuis plusieurs années, on a un WhatsApp. Au départ, c'était juste en tant qu'élu du SNES pour savoir l'organisation simple, qui va au conseil d'administration demain, qui va siéger à la commission permanente ou au conseil de discipline. Et ça, on l'a élargi pour qu'un maximum de collègues puissent communiquer avec nous, qu'on échange sur nos difficultés, parfois techniques, parfois pédagogiques, et qu'on se fasse aussi des blagues pour essayer de se détendre, parce que les premiers jours ont été très difficiles, j'avoue, c'était quand même stressant. Il y a eu une expression qui a cheminé, dont nous a parlé le ministre Blanquer, qui est cette notion de continuité pédagogique et de nation apprenante. Toi, Fanny, comment est-ce que ça t'a fait réagir? Moi, ça m'a fait rigoler parce que comme souvent, maintenant on est habitué, en fait, il y a un écart entre la communication du ministre et ce qui se passe réellement sur le terrain. D'abord parce que continuité pédagogique, même il y a une partie des élèves qu'on n'a pas réussi à contacter. En tout cas, moi, il y a un peu moins de la moitié d'élèves avec qui je n'ai pas eu de contact à ce jour. Et puis même pour ceux avec qui on a réussi à nouer des liens, finalement, c'est qu'une continuité de liens, de contacts et de pratiques disciplinaires que vraiment de réalité de continuité pédagogique. D'abord parce qu'il y a eu tout ce système de débrouille pour essayer de trouver le matériel, un ordinateur, une imprimante avec une cartouche. Parfois, certains élèves travaillaient seulement avec leur téléphone portable. Donc au niveau matériel, les familles n'étaient pas du tout au même stade. Et puis ensuite, parce que aussi la continuité pédagogique, finalement, c'est en lien avec la discipline qu'on enseigne, je trouve. Moi, j'ai une amie qui était prof d'art plastique et dès le départ, on a discuté pour savoir ce qu'elle allait proposer. Ce qu'elle a proposé à ses élèves, c'était des activités ludiques où les élèves pouvaient exprimer leurs émotions, où les élèves pouvaient trouver une activité qui leur fasse du bien. Et moi, quand on a été confinés, j'étais vraiment en difficulté parce que d'abord, je ne savais pas si mes élèves de 3e allaient passer le brevet à la fin de l'année. Je pensais au départ qu'il y aurait une épreuve finale de brevet. Donc concrètement, moi, je devais commencer un chapitre de géométrie dans l'espace, la sphère, les pyramides, les cônes. Sans être devant mes élèves, je me suis dit, c'est pas jouable. Donc j'ai essayé de trouver des petits exercices plus simples, de notions qu'ils connaissaient, avec des petites parties de leçons. J'ai refait tous mes cours, j'ai découpé en petits morceaux avec des choses où je pensais qu'ils allaient être plus autonomes, soit avec la calculatrice pour pouvoir vérifier, des choses comme ça. Donc en fait, on a continué à travailler, on a continué à faire des mathématiques, à faire du calcul, mais c'est pas une continuité pédagogique. Cette notion de continuité pédagogique, en même temps, elle est importante parce qu'elle est en lien avec la continuité du service public. Et bien sûr que c'était important qu'on ne laisse pas nos élèves sans lien, sans contact, sans consigne de travail pendant plusieurs semaines, ça c'était évident. Mais finalement, ça renvoie aussi à la question des moyens. Et on voit bien que finalement, c'est pas l'État qui a pris en charge ça. C'est chacun qui s'est débrouillé comme il a pu, les familles avec les moyens qu'elles avaient, et puis les profs avec les moyens qu'ils avaient. Est-ce que pour toi, cette situation d'exception transforme ton métier? Est-ce que tu peux aujourd'hui nous dire ça, ou est-ce que tu penses qu'on n'a pas assez de recul encore aujourd'hui pour se pencher sur pratique? On a déjà, moi j'ai déjà le recul, c'est que cette situation de confinement, ça met en évidence l'impossibilité de mettre en place ce qui est au cœur du métier d'un enseignant, c'est-à-dire l'alternance entre le travail individuel et le travail collectif. Là, avec le confinement, il y a la partie de travail individuel qu'on peut faire, parce qu'on répond aux difficultés des élèves, on répond à leurs questions, mais la partie collective, qui est moi ce que j'adore faire, qui est au cœur du métier, voilà, quand tu es en classe, les élèves te posent des questions, ils s'interrogent, ils manipulent,
d'autres réagissent, certains, voilà, voilà, il y a une interaction physique, de lien physique, qui ne peut pas être faite en confinement. Et ça manque énormément. Et par ailleurs, dans le collège, il se passe aussi des choses. C'est-à-dire que nous, on voit des choses en classe, il y a une interaction, la classe aussi, elle limite finalement ces inégalités. Parce qu'en classe, on est tous là. Si on va en salle informatique, ben, tout le monde a le même ordinateur. Quand on travaille, on est tous ensemble. Il y a une dynamique, les élèves interagissent, et ça, c'est vraiment au cœur du métier. Et puis, il y a toute la partie dans la cour de récréation, les CPE, les surveillants, ils échangent. À la demi-pension, nous, par exemple, au Collège Vallon-des-Pères, on accueille une Ulysse, où il y a des élèves en situation de troubles autistiques qui déjeunent le midi. Tous ces élèves fragiles qui sont pris en charge au sein de l'établissement, que ce soit en classe, quand nous on voit des choses en tant que prof, ou dans la cour de récréation, ou les agents qui travaillent avec nous à la demi-pension, les CPE, toute l'équipe qui est dans l'établissement, ben, tout ça, ça manque et ça fait défaut. Et même si, et je ne veux pas minimiser le travail que font en ce moment l'assistante sociale, l'infirmière, et je sais qu'elle travaille, mais tout ça, ça m'inquiète beaucoup parce que ça manque. Et je pense beaucoup à ces élèves fragiles, en difficulté, qui en ce moment voilà, sont seuls chez eux. Alors, on nous dit souvent qu'il y aura automatiquement un après cette crise qui, nous le savons à travers vous, est loin d'être une crise strictement sanitaire, mais bien aussi une crise d'ordre politique, d'ordre socio-économique, d'ordre écologique, d'ordre pédagogique aussi. Si tu devais te projeter dans l'après, quelle piste, toi, en tant qu'enseignante, tu identifierais pour transformer l'école? Alors, si je parle que de l'école, cette crise, elle met en évidence ce qu'on sait déjà depuis des années, c'est que ces familles de l'éducation prioritaire, elles ont besoin de moyens supplémentaires. Pour qu'on arrive à faire notre mission d'éducation dans ces établissements-là, il faut qu'on ait des moyens adaptés et supplémentaires. Et ce qui se fait, ce que les choix politiques font depuis ces dernières années, c'est tout le contraire. Nous, à la rentrée, et depuis 2 ans, c'est le cas, par exemple au collège, alors que notre effectif d'élèves est globalement stable, on va perdre 140 heures d'enseignement. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait de projets culturels, éducatifs, scientifiques, artistiques, tout ça, ça ne peut pas être mis en place. Tout le travail en effectif réduit, ou justement le cœur du métier, c'est-à-dire les échanges, les interactions, la manipulation des élèves, c'est là où ça se fait le mieux en effectif réduit, tout ça, ça diminue énormément. Donc, pour que l'école aille mieux dès la rentrée prochaine, il faut déjà que les suppressions de postes que nous on subit de plein fouet, que l'éducation prioritaire subit de plein fouet, soient abandonnées et qu'il y ait vraiment de réelles créations de postes. Après, cette crise, comme tu disais, elle n'est pas que sanitaire et elle révèle aussi des inégalités d'accès aux soins, des inégalités d'accès à l'éducation. Et ces inégalités-là, elles peuvent être limitées et enrayées que si il y a l'État qui joue pleinement son rôle. Là, ce qu'on voit aussi avec cette crise, c'est que finalement, il y a certains secteurs qui sont essentiels, qui, pour fonctionner, la société, elle a besoin de métiers essentiels, et notamment les fonctionnaires, et les services de santé, évidemment. J'étais aux urgences de Martigues l'an dernier, et j'ai vu, j'attendais en salle d'attente, et il y avait placardé, les personnels étaient en grève, déjà, de toute façon, ils dénoncent la situation depuis longtemps, hein. Et il y avait cette affiche, ce n'est pas parce que nous sommes en grève que vous attendez, c'est parce que vous attendez que nous sommes en grève. Et ça, voilà, et ça m'a fait vraiment, j'étais tellement d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'on supprime des moyens dans des domaines qui sont essentiels. Et pour limiter ces inégalités et pour essayer d'enrayer tout ça, il faut évidemment que les services publics soient renforcés. Donc il y aura un après. J'espère que cette solidarité, parce que ça, moi je suis quand même de nature optimiste, et je vois que quand même dans la société, il y a plein d'élan de solidarité en ce moment, ne serait-ce que voilà, à 20h, les gens applaudissent les soignants. Je sais qu'il y a plein de gens chez eux qui fabriquent des masques et qui les donnent. Je sais qu'il y a plein de restaurateurs qui ont donné des repas pour les soignants. Bon, j'espère que cette société solidaire, elle va continuer et que quelque chose de concret va vraiment se construire pour que ça aille mieux, quoi.
Hmm. Fanny, si tu avais un ou deux messages à faire passer aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de défendre? Ben, d'abord, merci aux soignants et à tous les gens qui travaillent sur le terrain en ce moment, les caissières, les facteurs. Ce matin, j'ai encore vu ma factrice. Voilà, c'est des gens incroyables et qui ne sont pas du tout assez valorisés. Ils vont avoir une prime, mais j'espère que ça va pas être juste une prime ponctuelle et qu'après, leurs salaires vont vraiment réellement être rehaussés. Et puis voilà, ben, plus jamais ça. Plus jamais ça, c'est aussi un appel intersyndical d'associations pour essayer de construire une société plus équitable, plus solidaire, écologique. Parce qu'en ce moment, oui, ça aussi. Je voulais dire Marseille, où on entend les oiseaux chanter, où on sent beaucoup moins de pollution, c'est quand même fantastique. Donc plus généralement, je pense que c'est une opportunité, cette crise finalement, de construire quelque chose en France, en Europe et même dans le monde où voilà, c'est pas seulement l'élevage, la culture, l'agriculture, la culture, l'éducation, la santé qui sont soumis à un diktat comme ça financier de rendement financier. Donc j'ai bon espoir, je suis assez optimiste, je pense que on va aller vers des jours meilleurs. Merci Fanny, merci pour ton engagement. Merci à toute l'équipe du collège Vallon des Pins qui réinvente, bricole. Et contrairement à ce que nous fait penser le ministre de l'Éducation nationale, vous avez dû effectivement tout réinventer et non pas essayer de vous calquer à un programme, à des procédures et à des outils clés en main. Et merci réellement pour ça. À bientôt.